Ce soir, pardon, je me présente, je suis Eric Chatt, je suis délégué général de l'UDI et vous êtes ici chez vous. J'aimerais vous dire que nous sommes heureux de vous voir aussi nombreux, mais la situation est trop grave et ça explique aussi votre présence pour ne pas nous en réjouir. Mais en tout cas, merci néanmoins d'être présent. Je donne tout de suite la parole à Olivier Cadic, sénateur des Français de l'étranger, qui a l'initiative de cette soirée et qui nous a proposé de l'organiser. On a répondu du coup du tac au tac à cette proposition et je te passe immédiatement la parole aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Délégué Général, cher Eric. Oui, effectivement, donc, comme tout le monde, nous avons assisté au début des opérations avec ce bombardement. Et il se trouve que j'ai parlé avec Pierre Anouri, qui est conseiller du ministre Firas Abiad, le ministre de la Santé libanais, que j'avais rencontré au mois de juillet avec Nadia, quand je suis passé à Beyrouth, mais que j'avais rencontré 18 mois avant. Et lorsque je suis passé au mois de juillet, le ministre saluait les efforts qu'il avait fait depuis 18 mois avec Pierre. Et lorsque je le saluais pour tout ce qu'il avait accompli en 18 mois, il m'a dit, vous savez, j'ai l'impression de bâtir une cabine sur le Titanic. Et c'était assez glaçant, mais il sentait ce qui allait se passer, et c'est ce que nous avons vu. Et lorsque j'ai parlé avec Pierre, il y a 2 semaines, Pierre m'a dit, il faut mobiliser, il faut appeler au soutien. Et à ce moment-là, il fallait réagir vite. Et il y a quelques semaines, avec le soutien de mon président de groupe au Sénat, Hervé Marseille, président donc, de mon groupe Union Centriste, qui se trouve avec le président aussi de l'UDI, Hervé nous avait soutenus. Et donc, il fallait agir vite. Je me retourne logiquement vers Rodrigue Ahad, le président donc, de la diaspora des Libanais overseas, avec qui on a fait plusieurs réunions pour dire qu'il faut mobiliser. C'était au départ la demande de Pierre. Et évidemment, chaque fois que je prends ce Liban, j'ai Nadia qui est conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger pour le Moyen-Orient, pour l'Asie centrale, et Nadia qui m'a accompagné, qui avait organisé tout mon déplacement au mois de juillet dernier, et vous pouvez voir sur mon blog toutes les personnalités que nous avons rencontrées. Voilà, donc on a décidé d'organiser ça, qu'il fallait l'organiser vite, et je veux vraiment remercier Eric et son équipe d'avoir fait en sorte que ce moment soit possible. Je veux vous remercier toutes et tous d'être là. Alors, il va y avoir 3 interventions, une de Nadia, une de Rodrigue, une de Pierre. Ensuite, vous aurez le loisir de me poser toutes vos questions. Nadia sera obligée de partir parce qu'elle doit être à une soirée avec la ministre Sophie Primas des Français de l'étranger là ce soir. Donc, elle représente le groupe des indépendants à l'Assemblée des Français de l'étranger. Elle est appelée, donc elle va devoir partir juste après. Mais avant toute chose, avant que je donne la parole à Nadia et donc nos intervenants, eh bien, c'est la ministre du commerce extérieur et des Français de l'étranger, Madame Sophie Primas, qui a souhaité vous adresser un message à l'occasion de cette soirée. Et donc, je lui laisse la parole en introduction. Merci. Chers compatriotes, j'ai souhaité m'associer à cette soirée de soutien au Liban, organisée à l'initiative du sénateur Olivier Cadic, que je remercie. Alors que le Liban est entraîné malgré lui dans une guerre aux conséquences dramatiques, je veux m'adresser à nos compatriotes résidant dans ce pays. Évidemment, je n'oublie pas les trop nombreuses victimes civiles de ce conflit qui s'est intensifié depuis 3 semaines. Avec nos 22 000 ressortissants inscrits au Liban, je veux rappeler que notre ambassade et notre consulat général sont entièrement mobilisés pour vous venir en aide. Une réponse téléphonique a été mise en place 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions et vous apporter surtout des solutions. Depuis Paris, nous suivons l'évolution de la situation heure par heure et nous nous préparons à tous les scénarios. Les renforts ont été envoyés à Beyrouth par le centre de crise et de soutien en appui à nos équipes sur place. Des vols civils et militaires ont été affrétés ces derniers jours
pour assister ceux qui le souhaitent à quitter le Liban et des moyens militaires ont été prépositionnés à proximité immédiate de Beyrouth. Je me suis rendue à l'aéroport de Roissy la semaine dernière pour accueillir une cinquantaine de compatriotes dont nous avons facilité le retour à Paris et j'ai pu constater à quel point ils étaient reconnaissants des moyens que nous avions mis en œuvre pour faciliter leur départ. Ces moyens pourraient être utilisés le moyen venu si la décision était prise de procéder à une évacuation. Aujourd'hui, cette évacuation n'est pas d'actualité, alors que l'aéroport de Beyrouth continue de fonctionner et que des vols commerciaux opèrent toujours la liaison à destination de Paris. Mais nous nous tenons prêts à réagir en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Un mot enfin pour évoquer la conférence internationale de soutien à la population et à la souveraineté du Liban que nous organiserons à Paris le 24 octobre à l'initiative du président de la République et à la suite du déplacement dans la région du ministre Jean-Noël Barrot. Cette conférence aura pour objectif de mobiliser la communauté internationale pour apporter d'urgence le soutien humanitaire dont le Liban a tant besoin. Ce sera aussi l'occasion de rappeler l'urgence d'une cessation des hostilités et d'un règlement diplomatique fondé sur la mise en œuvre de la résolution 1701 des Nations Unies. Je saisis cette occasion pour rappeler notre plein soutien à la FINUL et notamment au contingent de 700 soldats français qui forment aujourd'hui notre plus important déploiement de forces françaises sur des théâtres d'opération à l'étranger. Alors que la FINUL fait l'objet d'une forte pression israélienne pour abandonner ses positions près de la frontière au sud Liban, je souhaite insister sur le fait que la protection des casques bleus est une obligation qui s'impose à toutes les parties d'un conflit. Mes chers compatriotes installés au Liban, une fois encore, le pays dans lequel vous avez choisi de faire votre vie est en proie à un cycle de violence meurtrière. Soyez assurés que votre sécurité est notre priorité. Face aux difficultés immenses que vous traversez aujourd'hui, vous n'êtes pas seuls. La France est là, à vos côtés. Bon courage à tous. Bien, merci à la ministre d'avoir pris le temps de vous adresser ce message. Et donc, encore, s'il vous plaît. Et donc, pour commencer, première intervenante, Nadia Chaya. Donc, je vais passer Nadia. Bonsoir, ravi de vous retrouver toutes et tous. Pourtant, hein, c'est peut-être parce que c'est tombé, je prends un autre. Ouais. Non. Bonsoir. Je suis Nadia Chaya, ravie de vous retrouver toutes et tous pour cette soirée. Le soutien au Liban me tient à cœur. Je suis d'origine libanaise également. Je voudrais remercier Olivier Cadic, sénateur des Français de l'étranger, pour cette initiative. À la lumière des circonstances actuelles, il était temps qu'on fasse vraiment cette mobilisation pour soutenir le Liban. Je suis élue à l'Assemblée des Français de l'étranger. Je suis basée à Jeddah, élue depuis 2014 conseillère consulaire pour les Français de l'étranger. Et depuis 2021, je suis donc élue de proximité à Jeddah et le Yémen, mais aussi pour la circonscription d'Asie centrale et du Moyen-Orient, dont le Liban fait partie. Voilà, avec Olivier, juste un petit mot, on se connaît depuis mon élection et son élection. Bon, ma circo, elle est beaucoup plus petite parce que sa circo, c'est le monde. Il est sénateur pour le monde. Donc voilà, mais depuis notre connaissance, en 2015, on s'est rencontrés après son voyage à Beyrouth, il est venu à Jeddah, on collabore depuis, voilà, ensemble. On n'a pas arrêté de me dire qu'il faut être bref et faire rapidement, donc je vais le faire rapidement. Je vais passer vraiment à mes fonctions et à ce que je fais cette semaine à Paris. Nous avons donc la 41e session de l'AFE qui se tient actuellement.
Et depuis hier, ça a commencé donc hier le 14 et ça va jusqu'au vendredi 18. Depuis hier, je suis intervenue 3 fois pour le Liban. Donc la première fois auprès de la ministre Sophie Primas, qui est déléguée du ministre des Affaires étrangères, pardon. Alors, je l'ai alerté sur la situation critique sur le Liban. Je dois citer quand même sa réponse. Je fais très bref. La ministre a assuré que le Liban restait une priorité pour le ministère des Affaires étrangères et que tous les efforts étaient déployés pour arrêter la violence. La deuxième intervention, c'était à la commission de la sécurité où je siège également. Je suis membre de cette commission de sécurité. Nous avons auditionné Philippe Lalliot, qui est le directeur du centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères. Ils font un travail magnifique. Il nous a expliqué leurs actions et leur gestion et tout le rôle de tout ce qui monte pour justement que ça fonctionne bien. Il a évoqué, quand j'ai parlé du Liban, bien sûr, il a parlé de l'expérience de 2006. Et bon, 2006, moi j'étais au Liban, j'ai été évacuée donc par les Français. Et bon, il m'a demandé comment c'était, je lui ai dit c'était bien. Il m'a dit non. Il y avait beaucoup de lacunes parce que, justement, c'était pas bien préparé. Ils n'avaient pas le temps de préparer parce que c'est arrivé subitement. Et là, quand même, ils préparent depuis le 7 octobre dernier. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour le dispositif d'évacuation. Notamment, une nouvelle, une première, c'est un centre d'accueil à Chypre. Et là, je vais laisser quand même Olivier parler de ça parce que quand on était à Beyrouth, on a fait plusieurs séquences. Il y avait des séquences sécuritaires, des séquences consulaires, bien sûr, un entretien avec l'ambassadeur du Liban, les responsables politiques libanais, des associations, défense civile. Donc, on a fait le tour. La santé, on a fait le tour. Mais pour tout ça, je laisserai peut-être Dr Al-Mouri détailler, parce que, bon, il habite au Liban, il a les chiffres, il est mieux placé que moi. Mais pour revenir à ce centre à Chypre, pendant notre séquence consulaire, c'est le consul général, M. Julien Bouchard, qui nous a expliqué que cette fois-ci, ils sont créés dans un centre à Chypre, que Olivier a eu l'idée, il a décidé de partir du Liban directement à Chypre pour visiter et voir exactement quel dispositif va être, comment ils vont être accueillis les Français au cas où ils seront donc évacués. Donc le dernier, ils ont quand même, il a reconnu toutefois des difficultés. Parce qu'il y a des zones de rassemblement au moment des évacuations. On ne va pas directement vers le bateau, vous le savez. Donc, il a exprimé la difficulté de toutes ces zones qu'il décide. Et d'un coup, le lendemain, ils ne peuvent plus rassembler là-bas. Par exemple, si pour le sud, ils décident de rassembler à Saïda, Saïda, c'est plus considéré comme un endroit safe pour rassembler les Français. Donc, tous les jours, ils subissent des changements comme ça qui compliquent leur organisation. Mais ils sont prêts à toujours trouver des options. Et le dernier mot, donc, quand j'ai demandé à quel moment vous évacuez, à quel moment vous demandez une évacuation. Alors, il était très clair, l'évacuation ne serait envisagée que si l'aéroport cessait de fonctionner. Donc, tant que l'aéroport fonctionne, il n'y aura pas une évacuation. Je passe au troisième point. Ce matin, j'ai tenu à auditionner également à l'Assemblée des Français de l'étranger nos 5 élus du Liban. C'était un témoignage émouvant. Il y en avait 3 il y a 3 qui sont venus donc en présentiel et 2 en visio depuis Beyrouth.
Ils ont tous exprimé vraiment avec beaucoup d'émotion en insistant sur le fait que le pays traverse l'un des moments les plus dangereux de son histoire. J'aime bien répéter leurs mots, vous me permettez là, parce que vraiment ils étaient un peu perdus. Il fallait leur poser des questions pour vraiment essayer de comprendre avec une petite stratégie. Donc, ils ont tous parlé des 1 500 000 des déplacés qui se sont déplacés d'un endroit. Et ça va être lourd pour leur endroit, mais quand même, la solidarité. Ils ont mis de côté leurs désaccords politiques, ceux qui reçoivent. Donc, c'était un peu cette ambiance de, en même temps, solidarité, mais beaucoup d'angoisse. Parce que les Français les appellent, ils ne savent pas quoi répondre. Les Français qui veulent partir, rentrer en France, ils sont démunis avec le blocage bancaire, les comptes sont gelés. Donc il y a beaucoup de difficultés. Je regarde un peu. Il y a aussi les écoles actuellement qui avaient ouvert leurs portes un jour, ont dû passer à l'enseignement à distance dès le début du conflit. Donc ils ont offert juste un jour. Parmi les établissements français, là je cite, 3 ne fonctionnent plus. L'un a cessé ses activités après avoir été touché. Un autre, situé dans le Kesselwan, est proche d'un village susceptible d'être ciblé. Et le troisième est occupé par des déplacés. Donc, je ne reviendrai pas sur le volet économique et bancaire. Je pense que là aussi, Rodrigue et le docteur Alain-Henri vont parler de tout ça. Donc, on était déjà au gouffre. Alors maintenant, je ne sais plus où on en est. Donc, cette situation incertaine, en plus, elle est sujette à une dégradation qui inquiète les Français. Donc, les élus, ils sont en contact avec le poste consulaire. Ça, c'est un bon point, parce que c'est une question qu'on pose toujours entre élus. Ils les associent donc dans les conseils de sécurité. Ils leur donnent des informations, des informations qu'ils peuvent donner aussi. Hier, ils avaient une réunion avec le consul général. Et le jeudi, ils auront un comité de sécurité. Donc, ça, c'est bon. Je tiens quand même à les remercier pour leur travail et leur courage, parce que je tiens à souligner que c'est un travail bénévole. Le travail pompier, le travail des... Voilà. Donc, je vais réitérer mes remerciements à Olivier pour l'espace qu'il m'a donné pour parler de nos compatriotes au Liban. Normalement, je devais m'arrêter là, mais j'ai un message de l'ambassadeur de France au Liban, Monsieur Hervé Mancou, qui m'a fait confiance pour le lire. Et c'est un message pour vous, adressé à vous. Et il m'a dit que, voilà, il le fait pour vous en soutien, pour le Liban, pour les Franco-Libanais, pour les Libanais. Il fait un travail magnifique aussi. On a vu ça lors de la rencontre. Je vais passer directement à la lecture, mais je vais vous demander, à sa demande, de ne pas le diffuser. Voilà, merci. Merci Nadia. Tu as parfaitement tenu les 10 minutes que tu avais. Parce que là, c'est vraiment... C'est vrai pro. Alors, Monsieur le sénateur Cadic, Mesdames et Messieurs les élus et représentants de la société civile, la ministre a rappelé dans ses propos que la France se tient aux côtés du Liban et de nos ressortissants dans ces moments tragiques à bien des égards. Avant le 7 octobre 2023, notre pays était déjà fortement mobilisé aux côtés de ce pays ami qui ne cesse de traverser des crises majeures depuis 2019. Entre effondrement économique, explosion du port de Beyrouth ou encore épidémie de Covid. Depuis le début du conflit, c'est la guerre qui s'est ajoutée à ces calamités. La situation s'étant particulièrement détériorée depuis 3 semaines pour atteindre un bilan de plus de 2300 morts et plus de 10 700 blessés, dont une grande partie depuis le mois de septembre. La seule journée, le lundi, a fait 41 morts et 124 blessés, dont la plupart des civils. Parallèlement, alors que le Hezbollah continue ses attaques contre Israël, les opérations israéliennes dans le sud du pays et les ordres d'évacuation qui ont été donnés par Tsahal aux habitants de la région, toutes confessions confondues,
ont mis sur les routes plus de 1,2 million de personnes. Cette stratégie de vider le sud du pays de ses habitants se boucle d'une interdiction d'y retourner sous peine d'être sillé et par un contrôle drastique de l'aide humanitaire qui n'entre plus qu'au compte-gouttes. Donc, dans cette situation, le soutien et la solidarité sont plus que jamais nécessaires. Et je remercie le sénateur Cadic pour son initiative, dont le moment ne peut être plus approprié. Pour sa part, le gouvernement français, à l'occasion de la visite du ministre Jean-Noël Barrot au Liban, quelques jours à peine après l'extension du conflit, a décidé d'acheminer plusieurs dizaines de tonnes d'aide en nature, notamment de l'aide médicale et des biens de première nécessité, couverture, kits d'hygiène, etc. Et une enveloppe d'urgence de 10 millions d'euros allouée pour financer des projets humanitaires portés par les agences de l'ONU et des ONG internationales et locales. L'objectif est de permettre de répondre aux besoins des déplacés en matière de logement, d'hygiène, d'aide alimentaire, de santé, mais aussi d'éducation, car le système éducatif libanais, qui fait la richesse de ce pays, est aujourd'hui particulièrement menacé. Cette aide va bien entendu se poursuivre notamment, comme l'a souligné la ministre, à l'occasion de la conférence du 24 octobre, inaugurée par le président de la République, pour mobiliser la communauté internationale sur la nécessité de venir en aide au Liban, pour soutenir les institutions et la souveraineté libanaise et prolonger nos efforts diplomatiques régionaux. Nous n'oublions pas dans ces efforts la contribution irremplaçable des collectivités territoriales, du secteur privé et des principales ONG. Ainsi, en amont de cette conférence, le ministre tiendra le 21 octobre une réunion préparatoire à celle du 24 octobre pour mobiliser l'ensemble des acteurs français engagés pour le Liban. Je ne peux donc qu'encourager les participants à votre réunion à se rapprocher des services compétents au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, notamment de la Direction générale de la mondialisation et notamment au sein de la délégation pour les collectivités territoriales et la société civile, pour envisager les pistes d'action prioritaires. Dans le contexte complexe, nous évoluons sur le terrain. Il n'en est que plus important de bien coordonner nos efforts pour éviter les duplications et s'assurer que les actions envisagées correspondent aux besoins. En vous remerciant à nouveau pour cette initiative, je vous réaffirme notre détermination à nous tenir aux côtés du Liban et de nos compatriotes dans ces moments difficiles. Hervé Margot, ambassadeur de France. Ouais. Merci. Merci beaucoup Nadia pour avoir obtenu ce message de l'ambassadeur. Nous l'avions vu effectivement ensemble. J'en profite pour saluer son action. J'ai eu l'occasion sur le terrain de voir la proximité. J'ai eu à faire appel à lui puisque j'avais rencontré les familles des victimes de l'explosion du port avec Nadia qui avait tout organisé. Et il y avait un message qui était justement des familles. Il a entendu, je l'ai porté, et je sais que derrière, il a fait ce qu'il demandait. Et donc, je rends hommage à son action. Et là encore, on voit l'intérêt qu'il porte. Et merci encore, Nadia, non seulement pour ton intervention, pour ce que tu portes pour les Français du Liban. Et encore une fois, je n'aurais pas eu tous ces contacts et la possibilité d'accomplir ma mission sans ta présence et sans ta participation active. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadia. Alors, Rodrigue, un tour, et qui ont été parfaitement respectés. Je suis dans le maître des horloges parce que Pierre attend très patiemment. Ça file plus loin et je veux absolument qu'il ait aussi un peu de temps pour pouvoir parler et aussi répondre à toutes les questions. Merci à toi, Madame Flair. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de la diaspora libanaise overseas, DLO, adresser nos plus vifs remerciements et notre gratitude à Monsieur le sénateur Olivier Cadic, qui nous donne l'opportunité de nous exprimer au sein du siège de l'UDI sur la géopolitique actuelle du Liban, un sujet particulièrement brûlant.
Un an après le déclenchement par le Hamas de l'opération déplorable du 7 octobre et ses conséquences catastrophiques qui ont causé la mort de plus de 42 000 Palestiniens, en majorité des civils, le Liban est à feu et à sang. Plus de 2300 morts et 1 200 000 déplacés. D'incessantes frappes aériennes ont ramené au Liban le spectre de la guerre et du chaos. Ajoutez à cela l'incursion terrestre et des injonctions permanentes aux Libanais de quitter leur propre village sans qu'ils sachent s'ils pourront y retourner un jour. Nous vivons là une continuité du drame de Gaza. On peut dire que les derniers événements qu'a vécu le pays du Cèdre ont montré que parfois la réalité dépasse la fiction. En effet, l'explosion programmée de 3500 pagers qui a engendré en quelques minutes plus de 12 morts et 2800 blessés, de même le lendemain, l'explosion de plus d'une centaine de radios de communication portatives qui a fait au moins 25 morts et 450 blessés, le ciblage et l'assassinat du commandement du Hezbollah et de son chef Hassan Nasrallah ont décapité le mouvement et les conséquences de ces assassinats ne sont pas encore visibles. En parallèle de cette guerre féroce que vit la population libanaise et du fait de ces divisions et de ces oppositions internes, voici 2 ans que l'élection du président de la République est bloquée et que le pays est dans l'attente d'un exécutif en capacité constitutionnelle de fonctionner, c'est-à-dire de gouverner. En clair, le gouvernement, avec son président du Conseil, gère ce que l'on appelle les affaires courantes. Notre cher pays est dans l'œil du cyclone et subit un châtiment collectif, dans une négligence occidentale bienveillante, étonnante, et un silence médiatique assourdissant. La France a beaucoup œuvré pour l'instauration d'un cessez-le-feu et continue à le faire. Tous ces efforts ont jusqu'à présent échoué en raison, d'un côté, du jusqu'au-boutisme du Premier ministre israélien et de l'autre, de certains intérêts régionaux qui abondent dans le sens de l'affaiblissement de toute faction instrumentalisée par l'Iran. Par ailleurs, l'Iran et son bras armé, le Hezbollah, ont confirmé leur volonté de lier organiquement les dossiers palestiniens et libanais, et de ce fait, n'ont fait que fragiliser et enliser le Liban dans une guerre que la grande majorité de la population libanaise ne souhaitait pas. Le Liban, pays message du vivre ensemble, est en danger par les choix régionaux qui lui ont été imposés. L'ambassadeur Jean Macaron, que je remercie, précise: nous traversons une période difficile au Liban et au Proche-Orient. La position géographique du Liban a joué et continue de jouer contre sa stabilité et sa sécurité. Dans ce contexte, je cite ce que disait Milan Kundera, un écrivain politique tchèque naturalisé français: la principale différence entre les grandes nations et les petites nations est que ces dernières ne peuvent tenir leur propre survie pour acquise. D'ailleurs, en politique, c'est toujours celui qui détient la force qui impose sa décision et les autres obéissent, se soumettent et exécutent. Quant à la crise avec Israël, la solution réside dans l'application de la résolution 1701 qui prévoit que seules les forces de maintien de la paix de l'ONU et de l'armée libanaise soient déployées dans le sud du Liban. Et sa mise en exécution après qu'une trêve soit réalisée sous la pression américaine, française et internationale, suivie de l'application des accords de Taïf et de la résolution 1559, adoptée en 2004, et qui prévoit le désarmement et la dissolution de toutes les milices, y compris celle du Hezbollah, et le retrait des troupes étrangères du pays. Passons à présent à la question suivante. Quelle perspective pour le Liban dans ce contexte? Monsieur Roy Badaro, que je remercie, relate qu'en dépit de la situation extrêmement grave au Liban, le centre de gravité est en train de glisser vers l'Iran. En effet, la pacification durable du Moyen-Orient passe indubitablement par la neutralisation de ces prolongations armées, à savoir les 3 H, le Hamas en Palestine, le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen, ainsi que les factions dissidentes en Irak et les factions armées en Syrie. L'élection du nouveau président iranien augurait de ce changement.
Toutefois, le régime autocratique et théocratique iranien actuel est opposé à l'État israélien et la confrontation totale semble enclenchée et mènera à terme au démantèlement du régime des Mollahs si cette confrontation est soutenue par les USA. Le ralliement semble acquis, car après plusieurs tentatives sans succès de behavior change du régime iranien, les États-Unis sont passés à la politique du régime change. La guerre actuelle au Liban n'est peut-être qu'un prétexte qu'Israël utilise pour entraîner les USA vers une guerre totale avec l'Iran, afin de neutraliser d'un côté ses capacités nucléaires et de l'autre ses proxys au Moyen-Orient. Les jours qui viennent seront décisifs pour les deux inconnues persistantes et leurs conséquences, à savoir la guerre totale entre Israël avec le support des USA et l'Iran, la capacité de résistance du Hezbollah au sud du Liban et les velléités réelles d'Israël d'occuper ce territoire. Dans cet environnement géopolitique explosif, le Liban doit demander un cessez-le-feu immédiat, procéder immédiatement à l'élection d'un président de la République, positionner l'armée libanaise au sud avec le support de la FINUL et de pays amis, et appliquer les résolutions 1559 et 1701. La diaspora libanaise dans le monde doit se mobiliser pour aider les déplacés, et nous lançons un appel pour l'organisation de manifestations dans tous les pays de résidence et la création d'un lobby afin de préserver l'intégrité du pays du Cèdre. Aussi, et pour finir, comme le propose Maître Michel Ferrand, ami sympathisant de la DLO, et comme l'a susurré à plusieurs reprises, et me l'a dit le général Jacques Perget, ici présent, une zone d'interdiction aérienne au-dessus du Liban mettrait à l'abri des bombardements israéliens irraisonnés. Le dépôt d'une plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice et la saisine de la Cour pénale internationale contribueraient à la protection de la population. À l'heure où le Liban fait l'objet de bombardements israéliens intenses, les destructions qui en résultent vont bien au-delà des capacités du personnel et des infrastructures du Hezbollah. Le Liban ne dispose pas de forces aériennes ni de missiles anti-aériens. Les pays occidentaux n'ont jamais voulu l'en doter pour garantir la suprématie militaire israélienne. Le Liban est donc démuni et son gouvernement est fondé à demander à d'autres nations d'assurer la protection de son espace aérien en interdisant à toute force aérienne d'y pénétrer. Les demandes d'intervention dans le ciel d'un pays tiers n'ont rien d'inhabituel. La Suisse, par exemple, demande l'intervention des forces aériennes françaises pour sa police du ciel. Les pays baltes bénéficient de l'intervention des forces aériennes de l'OTAN face à la Russie. Cette demande doit émaner en premier lieu du gouvernement libanais. Il ne s'agit pas de créer un conflit aérien armé dans le ciel du Liban entre les pays accordant leur protection à Israël. Si des forces aériennes de plusieurs pays patrouillent simultanément dans le ciel libanais, des forces aériennes israéliennes devraient abattre les appareils de plusieurs nationalités qui s'interposeraient pour poursuivre leur bombardement, ce qui constituerait un acte de guerre. Il est certain que par sa seule présence, la force d'interdiction amènerait les Israéliens à se retirer du ciel libanais. Par ailleurs, 1,2 million de Libanais sont déplacés au sein de leur propre pays en raison des ordres d'expulsion édictés par Israël, portant sur partie de la capitale, le sud et l'est du pays. Le déplacement de population est prohibé par les conventions internationales et le droit de la guerre. Le Liban doit agir devant la Cour internationale de justice. Il est demandé à tout pays adhérent au statut de la Cour d'appuyer cette demande, de sorte que cette cause progresse simultanément à celle visant à protéger les droits de la population palestinienne de Gaza. De même, nous souhaitons que le procureur de la Cour pénale internationale se saisisse de la situation actuelle au Liban afin d'enquêter pour déterminer si les destructions en cours et les déplacements de population caractérisent des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité imputables au gouvernement et au commandement militaire israélien. Le Liban est martyr et infirme, privé d'institutions essentielles, avec une chambre paralysée, une présidence de la République vacante. Il importe pour tous ceux pour qui le Liban est considéré comme un pays ami de lui tendre la main dans les circonstances actuelles, car son existence ne menace personne,
Bien au contraire, elle représente un message. Avant de laisser la parole au docteur Pierre Anouri, qui va intervenir sur la situation et les besoins médicaux actuels, je tiens à dire que malgré cette grande épreuve que nous vivons, je garde l'espérance dans l'avenir du Liban, un Liban libre, débarrassé des tutelles étrangères, un phare de rayonnement culturel, un exemple du vivre ensemble pour le reste de l'humanité. Comme l'a écrit Hemingway, la nuit est toujours plus sombre avant l'aube. Les temps difficiles passeront, tout ira mieux et le soleil brillera plus que jamais. Merci. Merci beaucoup, Rodrigue, pour ce message très fort. On a maintenant des témoins de toi. Presque sans transition, puisque tu l'as fait à la fin de ton discours, de présenter Pierre. Il y a un point commun qui fait un lien. Les frères regrettés de Rodrigue Roland. Qui, peu de temps avant de quitter, m'a mis en contact avec Pierre Anouri à l'Institut Curie. Et il m'avait dit, je voulais que vous vous connaissiez, parce que ensemble, vous ferez des choses. Voilà, et j'ai beaucoup d'émotions, Pierre, avant de te transmettre le micro, puisque je suis là avec le frère de Roland, celui qui a fait qu'on se rencontre. Et on est ici, dans un endroit où Roland est venu souvent. Donc, quelque part, voilà, il est avec nous et la parole est à toi. Merci, Pierre. Merci, cher Olivier. Moi aussi, je suis ému. On a rêvé de cette soirée et tu l'as rendue possible. Et on prolonge finalement, on fait ce que Roland nous a demandé dans la chambre de mon hôpital que j'ai quitté il y a maintenant 2 ans pour être en poste à temps plein au Liban comme conseiller du ministre de la Santé. Dans ce pays qui traverse, comme l'a rappelé à l'instant Rodrigue, une crise à la fois politique, économique, militaire et migratoire. Migratoire, je voudrais insister sur un point. On a évoqué, on a entendu, nous vivons ici avec 1,5 million de déplacés syriens, il y en avait un peu plus, ils ont commencé à repartir en Syrie. On a 210 000 déplacés palestiniens. Et maintenant, on a des déplacés libanais. Au sein même du Liban, on a évoqué 1 200 000 déplacés. En gros, il y a 3 millions de déplacés. Mais souvenez-vous que le Liban, ce n'est que 5 millions d'habitants. C'est comme si en France, on avait 35 millions de déplacés pour 60 ou 70 millions d'habitants. Vous imaginez les conséquences. Quelques chiffres. Le premier chiffre que je vous donne, c'est le nombre de victimes au Liban depuis le 7 octobre. Donc, sur une période d'1 an, c'est 13 000 victimes. Mais si on fait un focus à compter du 17 septembre dernier, c'est l'explosion des pagers, des beepers, c'est 9 804 victimes. Elles sont incluses dans les 13 000 précédentes. Ce qui signifie que 75% des victimes de la guerre actuelle sont apparus en 4 semaines, tout simplement ces 4 dernières semaines. On est passé de 9 victimes par jour que nous pouvions gérer sans difficulté après le 7 octobre à 350 victimes par jour après le 17 septembre. C'est une moyenne, je lisse, il y a bien sûr des pics. 1 victime sur 5 est morte et c'est le ratio que l'on observe depuis le début. La prévision, c'est que d'ici Noël, si la guerre se poursuit, le nombre de victimes va doubler. De plus, le nombre de déplacés qui sont partis du sud-sud du Liban, de la frontière, si Israël commence à taper un peu moins au sud, comme la ville de Saïda qui est à 40 km de Beyrouth, eh bien, il y aura une nouvelle vague qui va remonter vers le nord. Donc, on prévoit aussi une augmentation difficile à quantifier pour le moment. Le problème, c'est qu'il fait un temps merveilleux au Liban en ce moment. Vous allez nous envier sur ce plan. Les premières gouttes de pluie sont prévues après-demain. Mais lorsque les gros orages d'automne vont arriver et le froid de l'hiver,
la situation de ces déplacés va bien sûr devenir dramatique. Alors, comme l'a rappelé Olivier tout à l'heure, le ministre de la Santé, qu'il a bien voulu rencontrer et apprécier, a anticipé toute cette situation, puisqu'il a créé un centre de crise dès le 8 octobre, qui comporte une douzaine de salariés à temps plein et qui travaille 24 heures sur 24 avec toute une organisation, avec des partenaires nationaux et internationaux comme l'UNICEF, l'OMS ou la Croix-Rouge internationale. Ce centre de crise a formé les hôpitaux à ce qui nous arrive maintenant. Donc on ne tombe pas des nues, on était prêts. Et les plans blancs ont été mis en place. On a appris à gérer les brûlures au phosphore, le triage des blessés, toutes aussi les questions de soutien en termes de santé mentale. Ce centre établit une collecte des données puisque dans chaque hôpital, il y a un correspondant du centre de crise qui a ordre d'appeler tous les jours pour rapporter tout blessé qui peut y parvenir. Nous avons aussi un système de cartographie qui permet de savoir où sont les ambulances, où sont les poches de sang, combien il y en a dans chaque frigo, les kits de chirurgie et de traumatologie. Donc il y a un système d'information digitale et organisé qui fonctionne. De plus, ce centre de crise a créé un centre d'appel, c'est le 1787 24 24 77, qui reçoit, si je fais la statistique des 2 dernières semaines, 268 appels par jour, c'est-à-dire 11 appels par heure. Ce sont des déplacés qui appellent en demandant de l'aide, soit parce qu'ils sont malades, ils ont une dialyse, ils ne peuvent plus être dialysés, et si on les dialyse pas, ils vont mourir, donc on les programme sur d'autres centres de dialyse, on assure la prolongation des traitements pour les cancers, et puis il y a beaucoup de femmes enceintes parmi les déplacés qu'il faut aussi accompagner. Maintenant, si on regarde les caractéristiques des victimes libanaises, on a des blessés de guerre. Pour les blessés de guerre, il y a les blessures à travers l'attaque des beepers. Quelqu'un qui tient un bip dans sa main, il a plus de main. Quelqu'un qui lit son message avec un bip, ben il a plus d'yeux. Quelqu'un qui l'a dans la poche de la veste, il a un trou dans le thorax. Et quelqu'un qui l'a dans la poche du pantalon, il a plus de sexe. C'est de ça qu'il s'agit. On a fabriqué 3000 handicapés en quelques secondes, qui vont tous être opérés 2 ou 3 fois et qui vont avoir besoin de rééducation longue. Et puis on a les autres blessures de guerre, les brûlures, les perforations, les amputations, malheureusement habituelles dans tout terrain de guerre. Ensuite, on a des déplacés porteurs de problèmes de santé, j'en ai parlé à l'instant, femmes enceintes, dialyse, cancéreux en cours de traitement, mais les déplacés vivent dans une promiscuité, puisqu'aujourd'hui, ils ne sont pas tous, enfin il y en a quelques-uns dans des tentes dans la rue, mais ils sont surtout dans des écoles. Ils occupent 500 écoles publiques à travers le territoire libanais. Donc il y a une promiscuité. Donc il y a des maladies infectieuses. Donc il y a la gale. Donc on les vaccine contre le choléra et on les traite. Donc les équipes de la Croix-Rouge tournent toutes les semaines dans ces 500 écoles, dans une organisation implacable. Je vous montrerai une image tout à l'heure. Je m'y suis rendu ce matin pour en visiter 2. Et donc on a ces déplacés. Il faut les occuper. Ce sont des femmes, des enfants, des familles. Le lycée que je visitais ce matin, il y a 1100 personnes. Ils sont à 20 par classe. On range les matelas pendant la journée pour que les enfants jouent et puis on les pose par terre pour dormir ensuite. Avec les problèmes d'hygiène que vous imaginez, il n'y a aucune douche dans ce lycée. Il y a des robinets avec on leur assure de l'eau chaude, mais ça vous donne une idée des conditions. Tout ça ne peut pas durer dans cet état et nécessite des soutiens extrêmement très diversifiés. Alors, qu'a fait la France? La France, elle a fait des dons à travers 2 gros avions militaires avec plusieurs tonnes que j'ai réceptionnés avec l'ambassade de France. Ce sont des Airbus 400M et ça transporte du matériel et des médicaments, mais aussi des couvertures. Et nous avons reçu 20 malles
de médicaments sont de très grandes malles, avec un tiers c'était des médicaments pour les enfants, les 2 tiers des médicaments de médecine générale, extrêmement utiles. Mais il y avait aussi 650 couvertures dans le dernier vol il y a quelques jours. Et demain à 14 heures, arrive un troisième Airbus 400M, cette fois pour l'armée libanaise. Et donc je me rendrai réceptionner aussi avec les forces armées libanaises suite à une demande du pharmacien-chef de l'armée, et la demande a été entendue en 48 heures. En 48 heures, entre le moment où j'ai transmis la demande et le moment où l'avion arrive. Donc la France est très réactive à ce niveau. Et puis il y a un avion civil qui a amené aussi plusieurs malles de médicaments. Maintenant, il y a des besoins non satisfaits. On va manquer de couverture, de tentes, de protection pour les intempéries. Bon, l'eau, on va pas amener l'eau, mais l'eau au Liban, elle est imbuvable. On peut pas boire l'eau du robinet, on est malade tout de suite. Donc, lorsque vous offrez, par exemple, du lait en poudre pour des bébés et que vous donnez pas l'eau en même temps, le bébé, il a la diarrhée avec le lait Danone que vous lui avez envoyé. Donc, il y a des précautions à prendre lorsqu'on fait des envois pour que le service soit complet, si j'ose dire. Des kits d'hygiène. La région Île-de-France vient d'envoyer des kits d'hygiène, bien sûr de la nourriture. Il y a énormément de distribution de repas, des couches, des fournitures pour bébés, des vêtements et surtout des jouets. Il faut occuper les enfants. Il y a dans le système de santé, on manque encore, on a reçu beaucoup de dons de beaucoup de pays. Vous verrez une image dans un instant. Des kits de chirurgie, des médicaments pour l'anesthésie. On a une demande en cours et qui est étudiée par la France, mais elle mettra 4 à 6 semaines à nous parvenir. C'est un pack pour traiter les grands brûlés. On a 2 hôpitaux en mesure de recevoir des brûlés et on anticipe ce besoin, des antibiotiques de première et deuxième intention et bien sûr des maladies pour les maladies chroniques. Alors que faire? Allez-vous aller fouiller vos pharmacies, collecter des médicaments, envoyer des valises et des caisses, ou bien donner de l'argent? Eh bien, le Liban est un pays outillé, de haut niveau sur le plan pharmaceutique et médical. Il y a de très belles usines de médicaments au Liban, on les fabrique. Et l'usine Pharmaline a été agréée cette année par l'Union européenne. On exporte vers l'Europe des génériques fabriqués au Liban. Donc autant les acheter sur place plutôt que de les acheter en France et les envoyer ensuite avec tout le traitement des dons que vous imaginez. On a des services d'importation, on a un grand port, on a un aéroport international. Donc il faut bien retenir que donner c'est bien en nature, mais donner de l'argent, à condition de savoir à qui on le donne évidemment, permet de faire des actions parfois beaucoup plus efficaces et plus rapides. Et donc, je vous recommanderais, pour terminer, 2 piliers. Le premier pilier, c'est le ministère de la Santé. Même si on accuse le gouvernement libanais d'être totalement corrompu, le ministère de la Santé et le ministre que je conseille depuis 2 ans est un homme droit, honnête, efficace, chirurgien, formé à Londres, très britannique dans sa droiture, sa précision et son engagement, très engagé. Et il se donne sans compter. Donc, l'élément important que vous devez savoir, c'est que le ministre libanais actuel et le ministre de la France, le précédent, même celui d'avant, c'était M. Braun à l'époque, nous avons signé une déclaration d'intention de coopération qui fait que toute coopération entre la France et le Liban en santé passe par un comité mixte que je coordonne pour le Liban pour que l'on sache qu'est-ce qui vient, où ça va, à quoi ça sert, et comment ça se développe. Donc c'est très très important parce que le Liban est le premier pays du monde à avoir signé une déclaration d'intention de coopération avec la France et c'était le 12 juillet 2023. Et donc le ministre établit et maintient à jour une liste des besoins en fonction des dons déjà reçus, il communique avec les ambassades et bien sûr il est très très proche du service humanitaire de l'ambassade de France ici. Le deuxième grand acteur et pilier, c'est la Croix-Rouge libanaise, parfaitement respectable, partenaire de la Croix-Rouge française depuis 75 ans. C'est le premier maillon de sécurité sanitaire qui assure en temps de paix comme en temps de guerre, sauvetage, secours, transport de tous les blessés et malades du pays. C'est quand même 5000 secouristes formés, 320 ambulances réparties sur 50 centres de secours couvrant tout le pays.
c'est l'acteur majeur du sauvetage et du transport. Il n'y a pas de SAMU ici, c'est la Croix-Rouge qui assure tout. Les dons que nous faisons à la Croix-Rouge en argent sont utilisés pour l'achat de nourriture pour les déplacés, pour le transport, pour la transfusion sanguine entièrement gérée par la Croix-Rouge libanaise, pour 36 centres de santé primaires. 10 ont dû fermer dans le sud, ils ont été remplacés par 7 unités mobiles qui vont dans les fameuses écoles où il y a les 500 écoles où il y a les déplacés. Ce sont des unités mobiles de la Croix-Rouge qui se déplacent dans ces écoles en permanence. Donc c'est un travail absolument phénoménal. Et la recommandation que je vais vous faire ce soir, je vais la faire en partageant mon écran. Le partage n'est pas activé, je ne peux pas partager mon écran. Alors peut-être vous allez m'autoriser, mais je vais vous parler en attendant. C'est de faire un don à la Croix-Rouge et vous avez autour de vous, dans la salle où vous vous trouvez, un QR code que vous pouvez scanner. Cela vous donne un accès à une ligne directe pour faire des dons sur un compte en France à la Croix-Rouge et vous recevrez un reçu de manière automatique. Donc là, on est sur quelque chose de fiable, de quelque chose de tout à fait sécurisé et on sait exactement où cet argent va. Et cela va permettre à la Croix-Rouge de faire les achats qui vont bien. Et maintenant, je peux partager. Merci, Franz. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? J'imagine que oui. Voilà. Donc, voilà le lien aussi. Mais vous avez les QR codes. Mais vous voyez ces supports. Lebanese Red Cross. LRC, c'est lebaneseredcross.app. Et voilà une photo du dépôt que j'ai prise tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais avec le ministre. Vous voyez tous les dons qui parviennent avec des avions militaires de partout. En haut à gauche, les Émirats Arabes Unis. En haut, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le drapeau vert. À droite, la France, avec une ville qui a fait des dons, le Qatar. Vous voyez aussi le Brésil, etc. Et il y a donc un entrepôt géant dans lequel il y a un travail de triage. Mais attention, il ne faut pas faire ça. Voilà des dons français qui sont arrivés. On est obligé d'ouvrir les boîtes et de tout est mélangé. Rien n'est classé. Il n'y a pas une feuille qui récapitule tout ce qui a été mis. Ce sont d'excellents médicaments mis par petits lots où vous voyez l'espèce de béquille que tient le monsieur avec des médicaments. Tout est mélangé. Et le pire, c'est ça, c'est que les listes ne sont pas complètes, il n'y a pas de date de péremption, il n'y a rien. Et quand on ouvre la boîte, on coupe la liste et il n'y a rien, il n'y a pas sa doublure dedans. Vous voyez une petite boîte de Doliprane qui dépasse au milieu de ces petites sacoches noires. Et donc les jeunes pharmaciennes sont obligées de recopier à la main sur la feuille que vous voyez. J'ai fait cette photo il y a 3 heures de temps. Ça vous donne une idée il faut absolument se discipliner lorsqu'on prépare des dons et avoir une fiche assez complète qui dit c'est quoi le médicament, c'est quoi les doses, il y en a combien et quelle est la date de péremption. Voilà, et j'ai pris en photo ce matin dans une école, c'est la salle de classe où ils sont 20 à dormir, vous voyez les matelas et la petite fille qui joue par terre. Voilà, donc on est là pour ces gens, les déplacés. Ils ne sont pas que chiites, il y a aussi des chrétiens, il y a tous les rites, je dirais, toutes les religions. Donc il est extrêmement important de pouvoir les soutenir. Et moi, je vous invite ce soir, parce qu'il faut un discours simple, soutenez la Croix-Rouge libanaise et vous soutiendrez tous ces gens dans le besoin. Ce sera le moyen le plus simple et le moins encombrant pour vous pour y arriver. Voilà, je vous remercie, j'arrête le partage et je suis à votre disposition pour les questions. Tous les rites, je dirais, toutes les religions, donc il est extrêmement important de pouvoir les soutenir. Et moi, je vous invite ce soir, parce qu'il faut un discours simple, soutenez la Croix-Rouge libanaise et vous soutiendrez tous ces gens dans le besoin. Ce sera le moyen le plus simple et le moins encombrant pour vous pour y arriver. Voilà, je vous remercie, j'arrête le partage et je suis à votre disposition pour les questions.
Merci beaucoup, Pierre. Je peux vraiment témoigner de la qualité de ton engagement, de ton travail. J'ai eu l'occasion, comme je l'ai dit, la première fois de te voir en service à Beyrouth en janvier 2023, avec le ministre déjà, et de vous avoir revu au mois de juillet. Comme l'a dit Nadia, effectivement, je suis venu au mois de juillet parce que je voulais anticiper. On m'avait dit, faut pas venir, c'est trop dangereux. J'avais dit, bah, si j'attends que ce soit plus dangereux pour revenir au Liban, je suis pas prêt de revenir, compte tenu du contexte. Et donc, j'étais très content de voir justement ce qui était préparé, l'anticipation qui a été faite, tant de notre diplomatie que de nos armées. Je suis passé au mois de juillet, j'avais fait une conférence de presse avec Sami Gemayel. Et il avait dit à la télé ce jour-là, ici en ce moment, il n'y a plus que les Libanais au Liban. Monsieur l'ambassadeur, Madame la consul, je ne sais pas, il faudra vérifier, mais je ne crois pas que ce soit vraiment le cas, mais comme l'a dit la ministre, vous n'êtes pas seul. Et on se sent tous Libanais. Quand on voit la souffrance qui est ressentie, les images, et pour avoir rencontré les familles des victimes du port, c'était toutes les communautés qui avaient été affectées. Et vous savez, quand on essaye d'opposer les uns aux autres, la douleur n'a pas de religion. Et donc, c'est la beauté du Liban, c'est de savoir normalement vivre ensemble, de savoir faire vivre ensemble dans les différences, d'incarner une façon d'être, de respect des autres. Et c'est le Liban qu'on aime et qu'on a envie de revoir. Alors, je suis allé à Chypre visiter le centre à Larnaca, et je peux vous dire qu'effectivement, il y a tout un travail d'anticipation avec le souhait profond qu'on n'ait jamais à l'utiliser. Voilà, que ça puisse se régler auparavant. Alors maintenant, je voudrais vous donner la parole. Vous avez tous été patients, et je suis sûr que vous aurez très envie d'interroger Pierre, que je remercie encore. Très bien, merci pour cette question. La réponse est non. Le Liban est plein de médecins excellents, beaucoup d'infirmières excellents. On a beaucoup dit qu'ils étaient partis massivement suite à la crise économique. Ben, ils sont revenus pour la plupart. Et aujourd'hui, le problème n'est pas... On peut avoir besoin... on a plus besoin d'argent parfois pour payer les employés qui travaillent jour et nuit au ministère, prennent des gardes au centre de crise, etc. Mais on n'a pas besoin de main-d'œuvre médicale libanaise, étrangère, pardon, ou franco-libanaise, bien sûr. Aujourd'hui, ça n'est pas la priorité du tout. Et la dernière liste que j'ai reçue de France, il y avait 25 personnes proposées par une ONG. Le ministre les a gentiment remerciés en disant que aujourd'hui, ça n'est pas le problème. De cette soirée, c'était une soirée de soutien au Liban, de soutien aux Libanais. Quand quelqu'un souffre, je l'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un est blessé, eh bien, Pierre, avec le ministre de la Santé, toutes les personnes qui sont en action là-bas, soignent la personne. Ils ne lui demandent pas ce qu'il est, ce qu'il pense. Voilà, c'est de l'humanité dont on est en train de parler. La réunion, le sommet qui va avoir lieu, c'est une visée humanitaire. Et donc nous sommes là, vous avez un code, QR code qui est ici, c'est pour soutenir la Croix-Rouge libanaise. C'est pour ça que nous avons voulu faire cette soirée avec Pierre, avec Rodrigue, avec Nadia, avec le soutien du siège de l'UDI de Hervé Marseille. Voilà, c'est pour ça, c'était juste pour ça, pas pour régler des problèmes qu'on constate tous, on peut tous avoir un avis sur la situation. Moi-même, j'ai le mien. Si vous voulez le consulter, vous allez sur mon blog, vous allez voir mes précédentes prises de position. Je pense qu'elles sont très claires. On accepte, on n'accepte pas. Chacun peut avoir son avis. Il faut respecter l'autre, il faut l'écouter. Toujours le respecter. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord. Si
on est tous d'accord, si on pense tous pareil, ça veut dire qu'il n'y en a plus qu'un seul qui pense. Voilà, donc on a le droit, c'est sain de penser différemment. On a tous un parcours, des origines différentes. Il faut avant tout se respecter les uns les autres. Et le Liban, c'était ça. Et on veut que ça redevienne ça. Voilà.